Messieurs, dames, bonjour. Nous vous présentons aujourd'hui ce document sur l'alchimie. Alors cette conférence a pour objectif principal de guider le chercheur sincère au milieu de la confusion philosophique qui jalonne malheureusement ce sentier, mais aussi de vous permettre de faire un choix beaucoup plus éclairé sur la voie que vous voulez emprunter. Aujourd'hui, parmi ce que nos anciens maîtres ont appelé les faux prophètes, les souffleurs qui assaillent la scène alchimique, il devient encore plus difficile de faire la part des choses entre ce qui relève véritablement de la discipline hermétique ou ce qui relève simplement de la curiosité, de la simple recherche ou encore même de l'imposture. Donc ce que nous souhaitons réaliser dans cette vidéo, c'est de montrer une autre voie, plus en accord avec celle des anciens maîtres et avec la philosophie et discipline alchimique. Au travers de cette présentation, nous allons vous proposer une alternative aux discours communs qui peuvent peut-être charmer dans leurs propos, mais qui sont, comme nous allons le montrer, vides de sens, de logique et de consistance. Au travers du programme que nous vous proposons, nous allons discuter sur les principaux arguments qui reviennent le plus souvent dans les discours modernes et bien sûr que nous objectons. Nous les soumettrons donc au contrôle des écrits des anciens philosophes et nous proposerons une compréhension différente. Le reste sera laissé à votre intellect et à votre intuition. Donc tout cela va nous amener à parler entre autres des anciennes écoles et sociétés hermétiques, des hauts lieux historiques où se rencontraient les alchimistes, bien sûr de l'égrégore de cette science, de la théurgie qui s'opère au sein du laboratoire hermétique, de l'initiation, des différentes opérations de l'œuvre et de ses différentes voies apparentes, de la matière première, des matières premières ou encore du legs des maîtres passés. Nous avons donc un important programme à couvrir dans cette vidéo. Nous allons vous parler comme l'ont fait nos maîtres avant vous, c'est-à-dire en s'adressant aux enfants de la science, à ceux qui aspirent à la sagesse, aux amoureux de la connaissance, dans le but de leur transmettre au moins les premières bases pour éviter les erreurs grossières au début de la voie. Car si l'alchimie est considérée comme la science initiatique la plus difficile d'accès en termes d'esprit, il est encore plus difficile de désapprendre une fois les mauvais plis acquis. C'est pourquoi il faut garder l'esprit ouvert, éviter de sauter immédiatement sur des conclusions hâtives, ne pas se laisser entraîner par des élans émotifs sans fondement, et soumettre ce que nous voyons et entendons au filtre de l'esprit critique et de la logique, faire preuve de sagacité et surtout ne pas perdre de vue l'objectif et la philosophie de cette noble quête. De toute évidence, vous ne pouvez pas aspirer à la pratique de l'art royal sans ce prérequis. L'alchimie est une science qui ne laisse pas de place au hasard et qui efface le doute de l'esprit de l'artiste. Elle propose un but, un résultat, une méthode, une philosophie, dont l'aboutissement n'est réalisable que si la maîtrise et la connaissance est parfaite. C'est ce double aspect de l'alchimie, à la fois matériel et spirituel, qui permet à l'initié d'avoir la preuve incontestable de sa recherche, de sa compréhension, de sa propre réalisation, mais surtout de la véracité et de la maîtrise des principes occultes qui sont au cœur des mystères de la vie, de la mort, de l'esprit et de son évolution. C'est la seule science qui peut démontrer de façon tangible l'existence de Dieu. Bien entendu, nous allons développer ce sujet tout au long de cette conférence et à de multiples reprises. Nous aurons l'occasion de rectifier et d'indiquer une voie plus sûre, sous le contrôle des anciens philosophes, comme l'ont fait nos prédécesseurs. Au terme de cette vidéo, nous espérons que nous aurons donné de nouvelles lumières aux vrais chercheurs et que parmi nos auditeurs, nous aurons éveillé un intérêt, voire un feu nouveau pour cette science magnifique. Quant aux ignorants, ils trouveront sans doute ici de nouveaux prétextes pour exercer la fourberie de leur langue. Donc voici le programme pour cette conférence. Qu'est-ce que l'alchimie? Les souffleurs du XXIe siècle. La conciliation travail, alchimie, famille. Prérequis scientifiques. La multiplicité des voies. Spagyrie et alchimie. Alchimie et astrologie. Le spiritus mundi. Le pur désir. Le don de Dieu. La matière première. Le soufre et le mercure. Les dissolvants. Les opérations. La pierre philosophale. De la médecine universelle et de l'élixir de longue vie. L'héritage des anciens philosophes. L'alchimie spirituelle.
magie et alchimie, la théurgie du feu, les écoles et les sociétés d'alchimistes, l'ordre martiniste et l'alchimie, l'ordre martiniste opératif et sa grande loge hermétique, les documents alchimiques de l'ordre martiniste opératif. Alors comme nous l'avons mentionné, chacun est libre de ses choix et de la voie qu'il désire suivre. Aujourd'hui, nous constatons cependant une pensée unique et unilatérale qui consiste à dire que toutes les interprétations, toutes les voies, toutes les matières sont bonnes pour réaliser le grand œuvre. Si encore cette façon de penser était positive et bonne, il n'y aurait rien à redire, ou sinon peu à redire. Mais il s'agit en réalité d'une fausse multiplicité et diversité que l'on veut attribuer à l'alchimie, et cela révèle surtout un esprit faible ou médiocre, en proie à la facilité, à la fascination des illusions des mondes temporels, des passions, des désirs, et même parfois de la mauvaise foi. Donc ce n'est pas un constat étonnant ni extraordinaire. Les anciens philosophes l'ont révélé en leur temps, et chaque époque a eu ses charlatans et ses souffleurs. Il faut cependant montrer une voie différente, afin qu'au moins les esprits les plus éclairés puissent séparer le bon grain de l'ivraie. Alors bien sûr, ce qui nous incombe est ici un travail ingrat, qui va à contre-courant, mais nous devons le faire pour les chercheurs sincères. C'est un travail initiatique, laissé pour la postérité, suivant l'exemple des maîtres passés, comme nous allons le démontrer maintenant. Alors voici une question qui suscite autant de réactions et de réponses que d'individus. Tous les vrais philosophes s'accordent pour dire que l'alchimie est une science divine. C'est véritablement une science, car elle possède ses propres postulats, philosophie, théorie, axiomes et bien sûr démarche expérimentale. Sa philosophie et son expérience est attestée par l'ensemble des bons philosophes. Fulcanelli nous mentionne au début de Demeures philosophales que l'alchimie est une science qui est basée sur les transformations de la matière opérées par l'esprit. Il rajoute, au même titre que Robert Marteau dans sa conférence avec Eugène Cancelier, que l'alchimie, contrairement à la chimie, n'évolue pas dans le temps. C'est une science qui se situe hors du temps, qui est atemporelle. Toujours fidèle à elle-même, ce qui révèle son caractère hautement sacré et en fait une véritable science divine. C'est pour cela qu'elle est considérée à juste titre comme la science, ou tradition primordiale, la clé et l'origine de toutes les sciences occultes, la source des mythes et des religions, car c'est en réalité la chimie de Dieu, ou autrement dit, c'est la façon ou la méthode dont Dieu s'est servi pour créer les mondes connus et inconnus, pour créer et diriger le perfectionnement de toutes choses dans l'univers, visible et invisible. Toutes les cosmogonies font référence au processus alchimique. L'alchimie se propose donc, au travers du grand œuvre, d'accéder à la plus grande connaissance, celle de Dieu et celle de ses voies, mystérieuses et secrètes. Elle montre à l'adepte le devenir de toute chose et comment ce devenir s'acquiert de perfectionnement en perfectionnement au cours des cycles de vie et de mort. Le philosophe se place donc en tant que créateur au sein du grand œuvre et tente de reproduire dans son laboratoire, avec ses moyens, une nouvelle genèse, un nouveau monde, depuis ses débuts jusqu'à son ultime perfectionnement, après avoir extirpé la lumière des ténèbres et de la matière. C'est donc une œuvre thaumaturgique que reproduit l'élu, et l'aboutissement de son œuvre est la consécration de son état de thaumaturge. Il accède à la connaissance parfaite et à la parfaite préparation de son âme. On voit donc un rapport étroit entre les travaux en laboratoire et l'artiste qui opère. La transformation progressive de la conscience de l'opérateur se produit donc au sein même du travail sur la matière. On croit à tort que c'est l'artiste qui influence sa matière et qui lui transmet de façon énergétique sa perfection selon son propre état d'être. Ce raisonnement est absolument absurde et n'est pas digne d'un alchimiste. Comme nous allons le voir, la matière agit sur elle-même et est le seul agent de ses propres transformations. Nature se réjouit en nature et surmonte nature. Elle ne saurait recevoir des impressions venant de quelque chose qui ne provient pas d'elle et qui ne serait pas de sa propre nature. Elle seule a le potentiel de se réaliser entièrement et de devenir toute puissante.
Autrement, la médecine ne serait pas universelle et elle n'aurait aucune capacité de perfectionner les autres règnes, ni d'opérer aucune transmutation. De plus, le règne minéral n'est pas doué d'une vie sensible et émotive telle que le serait le règne végétal ou animal. Penser qu'une émotion pourrait influencer la fonte d'un métal ne fait absolument aucun sens. Si on comprend la philosophie hermétique, tout cela est évident. Nous aurons bien sûr l'occasion de développer sur la médecine alchimique plus loin dans cette émission. Et nous aurons l'occasion de retourner sur le phénomène théurgique qui se produit au sein même du grand œuvre et qui est responsable du développement et de la transformation intérieure de l'artiste. Nous allons aussi voir que la véritable matière sur laquelle opère l'artiste est en réalité hautement divine et unique, même si son origine est considérée comme vulgaire. L'alchimiste a le privilège de contempler, dans son creuset, l'activité de Dieu au sein de la matière grave. En sa qualité de thaumaturge et de créateur, il en ordonne le commencement, le milieu et la fin. Il en règle le poids, les mesures, les proportions, et connaît la durée nécessaire à la réalisation de son œuvre, le tout conformément au principe de mère nature. L'œuvre en tant que telle n'est donc pas le fruit du hasard, et cela ne peut pas être une vile recette inventée de toutes pièces. Le but du cheminement alchimique est la compréhension des mécanismes occultes responsables de la vie et des transformations de la conscience. Ce sont les grands mystères de l'univers et de la nature avec un grand N. Ceux-ci ne sauraient changer au bon gré de l'artiste. Ils sont immuables, et c'est leur mise en action qui aboutit à la réalisation du grand œuvre. Fulcanelli, toujours dans les demeures philosophales, dit la même chose en ses propres termes lorsqu'il décrit le hiéroglyphe du coup de dé dans son interprétation des questions alchimiques de Dampierre. Voici ce qu'il dit d'ailleurs au sujet de la science hermétique. La chimie est, incontestablement, la science des faits, comme l'alchimie est celle des causes. La première, limitée au domaine matériel, s'appuie sur l'expérience, la seconde prend de préférence ses directives dans la philosophie. Si l'une a pour objet l'étude des corps naturels, l'autre tente de pénétrer le mystérieux dynamisme qui préside à leur transformation. C'est là ce qui fait leur différence essentielle et nous permet de dire que la chimie, comparée à notre science positive, seule admise et enseignée aujourd'hui, est une chimie spiritualiste, parce qu'elle nous permet d'entrevoir Dieu au travers des ténèbres de la substance. C'est cette rigueur dans la démarche expérimentale et la manifestation réelle dans la matière des principes philosophiques qui fait de l'alchimie une véritable science et donne à l'artiste la certitude de sa glorieuse destinée et la paix véritable de l'esprit. La quête alchimique est donc une quête de soi, de Dieu, de la vérité, dans laquelle l'artiste met tout son être en jeu et poursuit à la fois la réalisation de son grand œuvre intérieure et extérieure. Contrairement à la distinction qui est faite aujourd'hui entre voie interne et externe, cette distinction n'existe pas en alchimie et aucun philosophe digne de ce nom ne l'a faite. L'illumination se fait dans le travail, en laboratoire. Là aussi, nous reviendrons sur la démarche philosophique enseignée par les anciens maîtres, et nous parlerons aussi plus en détail de l'alchimie spirituelle. Écoutons ce que dit Robert Amblin de l'alchimie dans son livre L'alchimie spirituelle. L'alchimie tend bien à reproduire, en cette réduction de l'univers qu'est le matra, l'action de l'artisan universel, aux prises avec les éléments inorganisés et corrompus du kénome, harmonisant ceux-ci, les amalgamant pour les mener vers leur perfection finale. Ainsi, par cet enseignement expérimental, par cette opération de longue haleine qui constitue le grand œuvre aurifère, cet art met-il son disciple à même de surprendre, de suivre et ensuite de reproduire tout le processus mystérieux par lequel l'animateur divin mène son jeu d'amour. Ainsi est-elle véritablement le magistère philosophique par excellence, puisque c'est elle seule qui peut enseigner à l'homme ces rudiments expérimentaux et probateurs qui le mèneront vers la certitude absolue. Et c'est encore elle, le maître véridique, qui lui aura donné d'abord une gnose, puis une foi. Voici un autre extrait de Serge Jutin sur l'alchimie, dans l'Encyclopédie Universalis. Ce monde se donne simultanément pour imaginaire et pour réel,
pour spirituel et pour matériel, pour subjectif et pour objectif. À la limite, ces symboles se confondent avec des phénomènes matériellement observables, si bien que la clé de ce vaste code apparemment abstrait est concrète, car le seuil d'intelligibilité des textes répond rigoureusement au seuil expérimental du grand œuvre. Enfin, nous vous proposons un extrait de la conférence de Robert Marteau et Eugène Cancelier sur l'alchimie. Vous pouvez d'ailleurs visionner cette émission à tout moment sur notre site web, le lien dans la description de la vidéo. L'alchimie parle la langue sacrée. Elle est la Kabbale et la gnose universelle. Science hermétique et ésotérique, elle n'évolue pas dans le temps comme le fait la chimie, par exemple. Il est logique de prétendre, comme ce fut le cas au Moyen Âge, que l'alchimie a été révélée par Dieu à Adam. Son propos n'est-il pas de réintégrer l'homme au premier Adam, Adam le Rouge, et de le réintégrer donc à la parfaite matière du paradis terrestre, où pendent les pommes d'or du jardin des Hespérides. Pour terminer sur cette première partie, nous dirons que le but avoué des philosophes est triple. Le premier est la réalisation de la pierre philosophale, c'est-à-dire l'agglomération d'un esprit parfaitement préparé et exalté dans une enveloppe parfaite, capable de le contenir. Le deuxième est la réalisation de la médecine universelle, et le troisième est la transmutation métallique. Ainsi, si la démarche première est spirituelle et vise l'atteinte de l'or spirituel, ces trois buts en sont la preuve concrète et tangible et assurent à l'artiste la possession de l'indéfectible vérité. Donc contrairement à beaucoup qui n'y accordent aucune importance, ils ne sont pas à écarter, car elles permettent à l'artiste de valider son travail. Autrement, toute l'œuvre ne serait que chimère et croyance superstitieuse, sans fondement tangible et véridique. L'un des principaux axiomes hermétiques est que corps et esprit ne sont qu'une seule et même chose, et que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ainsi, la réalisation spirituelle doit nécessairement se refléter dans la réalisation matérielle. Alors nous rentrons maintenant dans la partie épineuse de cette conférence. Mais il faut en parler pour mettre en garde le chercheur face au piège de la forêt des erreurs. En ce moment, on peut dire qu'il y a autant de voies différentes en alchimie qu'il y a de soi-disant alchimistes, alors qu'en vérité, tous les philosophes enseignent que si la vérité est une, la voie qui y mène est également unique, voilée sous différents symboles. Nous y reviendrons dans le passage sur la théurgie. Mais même en ce qui concerne le laboratoire, nous pouvons lire dans plusieurs ouvrages la maxime hermétique suivante. Une matière, une voie, un fourneau. Ce qui est en soi assez explicite est suffisamment important pour être mentionné par plusieurs philosophes tels que Fulcanelli, Bernard Le Trévisan, le Saint-Célérien Tourangeau ou encore Limogeon de Saint-Didier, Zosime de Panapolis, pour n'en citer que quelques-uns. Nous aurons l'occasion de développer un peu plus dessus, un peu plus loin dans cette vidéo. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, des souffleurs, des imposteurs et des faux prophètes, et il y en a toujours eu dans cette science, et malheureusement, il continuera à en avoir. L'important ici est de vous faire prendre conscience qu'il existe une autre voie, plus fidèle encore à la discipline et à la philosophie hermétique, au moins pour donner la possibilité du choix aux chercheurs. Donc cela fait quelque temps que nous sommes présents sur la plupart des forums et groupes d'alchimie, que nous écoutons les différentes émissions et conférences disponibles au public sur Internet. Donc de ce fait, nous sommes très bien au courant de ce qui vous est proposé. Ce qui en réalité est une réelle déception lorsque nous regardons la plupart des vidéos proposées, c'est le manque cruel de références au texte des anciens. Pour la plupart, ils se contentent simplement de dire « comme le disaient les anciens philosophes », sans pour autant les citer. Or, nous avons là un gros problème, car la plupart des arguments qu'ils proposent vont carrément à l'encontre de ce qu'affirment et enseignent les anciens philosophes. C'est tellement évident que c'est même à se demander
si ceux qui suivent ces gens-là, ou qui les regardent, ou qui les écoutent, ont déjà vraiment lu un ouvrage sérieux sur l'alchimie, ou bien s'ils ont poussé la réflexion suffisamment loin pour se questionner sur l'interprétation ou l'argument qui leur est proposé. Donc, lorsque nous lisons les textes des anciens, tous les philosophes reconnus pour avoir réussi leur œuvre citent à de nombreuses reprises leurs prédécesseurs. Et cette façon de faire, c'est un moyen connu dans le monde hermétique pour éviter les dérives et se faire contrôler par les anciens maîtres. Même Fulcanelli n'y a pas échappé non plus. Il en use des citations tout au long de ses ouvrages. Il nous parle même de cette démarche philosophique lorsqu'il décrit les vaisseaux hermétiques dans les demeures philosophales. Et voici ce qu'il nous dit. Si le lecteur est au fait de la manière d'écrire des philosophes, manière traditionnelle que nous cherchons à bien imiter, afin qu'on puisse expliquer les anciens par nous et nous contrôler par eux, il lui sera facile de comprendre ce que les hermétistes entendent par leur vaisseau. Donc en réalité, il y a une méthode d'apprentissage, une méthode de travail, de compréhension, que les anciens philosophes nous ont léguée au travers de leurs œuvres. Cette façon de faire fait partie intégrante de la démarche initiatique que propose l'alchimie. Et nous aurons également l'occasion d'y revenir à plusieurs endroits dans cette vidéo. Donc, maintenant, on va discuter un petit peu sur les différents arguments que nous rencontrons très fréquemment dans ce genre de vidéo. Pour l'exercice, nous ne citerons pas de nom, car le propos n'est pas la personne, mais plutôt les idées qui sont véhiculées. Chacun, encore une fois, est libre de choisir sa voie, et nous laissons l'auditeur tirer ses propres conclusions. Alors dans le style, il y a une personne qui nous explique que l'alchimie fait disparaître la matière. Et bien sûr, il ne parle pas de métaphore ici. Il nous explique que la transmutation de la matière permettrait de lui enlever ses ombres, ce qui lui permettrait de passer d'un métal à un autre, puis de la rendre complètement transparente à la lumière et de la faire disparaître. Alors bien sûr, ce raisonnement relève plus de la fantaisie qu'autre chose. Nous avons déjà dit que la réalisation de la pierre philosophale consiste en un esprit parfait dans un corps parfait. Le corps n'est ici pas à rejeter, mais au contraire, il faut l'élever, de manière à ce qu'il puisse accepter une âme de même lignée. Donc dans le grand œuvre, la matière ne disparaîtra pas au point de pouvoir voir au travers. Corps et esprit sont un. De la même façon, c'est au sein de sa propre incarnation que l'être humain peut se réaliser. Quand bien même la matière se volatilise complètement sous l'action de notre feu, ce n'est que pour se fixer davantage à un degré de perfection encore plus élevé. Cependant, Fulcanelli nous mentionne que si l'on excède le nombre de multiplications requises, la pierre reste dans son état volatile et devient à ce moment une lampe éternelle, émettant par l'émanation de sa propre énergie une douce lumière rouge. Mais encore faut-il réaliser la pierre d'abord, puis vérifier ensuite cette affirmation au laboratoire en poussant les multiplications jusque-là. Mais quand bien même vous arriveriez à la réalisation de la lampe éternelle, vous aurez toujours entre vos mains une matière tangible. Une chose est certaine, si vous partez avec l'idée que vous allez faire disparaître la matière, vous risquez d'errer longtemps ou de finir en simple spéculateur ou occultiste de salon. Dans la même lignée, certains osent nous dire que l'alchimie n'est pas une science, qu'il ne s'agit pas non plus d'une recette, sinon même les chimistes feraient l'œuvre. Ils nous disent que la majorité des alchimistes ne travailleraient pas sur le plan métallique. Donc à ce niveau, nous avons déjà parlé de la rigueur nécessaire dans l'expérience en laboratoire. Nous avons dit que l'alchimie est la rencontre d'un fait et d'une philosophie, et que tout son propos consiste en l'acquisition de la véracité des enseignements philosophiques de l'ancienne sagesse. Donc en réalité, l'alchimie a tout d'une science, et ce au sens moderne du terme. Et c'est la science qui explique les causes des phénomènes, qui réunit par excellence
matière et esprit, foi et connaissance. L'alchimiste, qui a la connaissance des mécanismes de la nature, sait réaliser le grand œuvre. En réalité, il en voit chaque aspect. Il est capable d'en contrôler les étapes et les résultats. C'est donc une recette, entre guillemets, qu'il peut répéter à volonté et reproduire systématiquement le même résultat. Autrement, toute l'œuvre et sa philosophie seraient vaines et fausses. Voici ce que dit Fulcanelli sur la réalité du labeur alchimique et le travail en laboratoire. La science alchimique ne s'enseigne pas. Chacun doit l'apprendre soi-même, non pas de manière spéculative, mais bien à l'aide d'un travail persévérant, en multipliant les essais et les tentatives, de façon à toujours soumettre les productions de la pensée au contrôle de l'expérience. Celui qui craint le labeur manuel, la chaleur des fourneaux, la poussière du charbon, le danger des réactions inconnues et l'insomnie des longues veilles, celui-là ne saura jamais rien. Donc, toute la difficulté, en réalité, consiste en l'acquisition des principes philosophiques et à la compréhension des lois de la nature. Quant au travail sur le plan métallique, cela semble évident et aller de soi. Tous les philosophes dignes de ce nom n'ont écrit que sur l'œuvre métallique et les opérations en laboratoire. Nous allons élaborer un peu plus dessus lorsque nous parlerons de la matière première et du legs des maîtres du grand savoir. Donc pour poursuivre sur nos propos, il semble également évident, contrairement à ceux qui rejettent l'intervention du mental dans l'analyse et la compréhension, nous affirmons au contraire que la compréhension intellectuelle est absolument essentielle à la réussite du grand œuvre. Par conséquent, l'analyse des textes, des allégories et de l'imagerie est nécessaire et parfaitement nécessaire à leur compréhension. En réalité, toute voie initiatique véritable réunit connaissance et intuition, tête et cœur, mental et esprit, sentiment et raison, foi et science. Ce sont les deux colonnes du temple intérieur de l'élu qui s'harmonisent et se développent tout au long du cheminement. Et n'oubliez pas non plus que l'univers est mental. Ces lois ne peuvent pas être soumises au rythme sans cesse changeant des mondes sublunaires et des émotions. En réalité, ce que l'on recherche au travers de l'œuvre est de l'ordre du divin, et non des illusions temporelles et des phénomènes passagers. D'autres personnes osent nous dire que faire la pierre n'a aucune importance, que c'est inutile, que c'est le chemin qui compte, que la réalisation de la pierre n'est qu'une étape pour un travail plus spirituel. Donc bien entendu, ceux-là n'ont absolument rien compris aux principes fondamentaux de la science et à son but. Rappelons-le ici avec cette magnifique citation de Kamala Dhnana dans le dictionnaire de philosophie alchimique. Contrairement à ce que pensent les matérialistes, le grand œuvre n'a pas pour but essentiel de fabriquer de l'or. Le grand œuvre est tout autre chose. C'est l'art de comprendre la genèse des mondes afin d'en créer naturellement à l'échelle microcosmique. En un mot, c'est être le confident du Père. Le grand œuvre est surtout le couronnement du savoir et de la compréhension. Par lui, le sage sait le devenir du monde et comprend les mystères. C'est l'application de cette conception spirituelle ramenée sur le plan physique qui amène l'élu à réaliser la transmutation des métaux, l'épuration de notre je allant de pair avec le processus du grand œuvre. Donc retenez que la réalisation de la pierre est l'équivalent en fait de votre diplôme. Elle consacre votre maîtrise et votre compréhension. Rendez-vous compte également que c'est le seul cheminement spirituel qui puisse attester de façon matérielle et tangible votre propre progression et votre état vibratoire. Voilà pourquoi notamment le travail en laboratoire est indispensable à la discipline hermétique et que l'illumination et la transformation intérieure de l'alchimiste se fait dans le travail pendant son ouvrage en laboratoire. L'alchimie est elle-même une voie complète. Rien n'empêche cependant une personne de cumuler d'autres pratiques spirituelles. Encore une fois,
nous allons donner d'autres éléments lorsque nous parlerons de la matière première et de la théurgie du feu. Et vous comprendrez que, contrairement à ce que beaucoup pensent et disent, l'alchimie ne se fait pas dans les trois règnes, mais elle concerne uniquement le règne minéral, et ce pour une raison très simple, dont presque tous les philosophes ont parlé. Donc, terminons ce chapitre sur l'étoile et le creuset. Voici une représentation aberrante que certains qualifient comme l'étoile des philosophes. Cette étoile est faite à partir d'antimoines vulgaires, et ceux qui la préparent disent suivre la voie de l'antimoine proposée par Basile Valentin. Ils disent qu'elle nécessite une chaleur intense, un travail creusé, au sein d'un fourneau ardent qu'ils considèrent comme l'athanor des philosophes. Cette voie, disent-ils, se réclame de la voie sèche, qu'ils prétendent aussi exclusif à la voie humide. Donc à partir de ces déclarations, nous y voyons plusieurs problèmes, mais aussi l'exemple même à ne pas faire pour ceux qui débutent, que ce soit en ce qui concerne la compréhension des textes hermétiques, que des opérations à ne pas faire. Déjà, le fait d'élire l'antimoine comme matière première devrait vous alerter. Cette matière est un véritable poison pour le corps, et il serait impensable d'en faire une médecine convenable pour être administrée de façon régulière. Aussi, lorsque les philosophes parlent de l'antimoine, ils n'entendent pas bien évidemment l'antimoine vulgaire, ni un antimoine préparé. Nous parlerons un peu plus de la Kabbale hermétique lorsque nous aborderons le legs des maîtres passés. De la même façon, aucun alchimiste digne de ce nom n'accordera un crédit à ce qui nous est proposé ici comme l'étoile des philosophes. Fulcanelli est sans doute celui qui a le plus décrit, et d'une façon très claire, l'étoile, notre étoile, mais Limoges de Saint-Didier et Nicolas Valois en parlent également dans leurs ouvrages. Mais disons que malgré toutes les descriptions des philosophes, vous auriez encore de la difficulté à bien comprendre ce qu'est notre étoile. Nous allons nous essayer dans un raisonnement par l'absurde, afin que vous y voyiez plus clair sur la supercherie qui nous est proposée ici. Donc voici ce que disent les philosophes sur notre chaos métallique. L'auteur anonyme du Psiotier d'Hermophile nous dit que le chaos métallique, produit des mains de la nature, contient en soi tous les métaux, mais n'est point métal. Philalèthe, lui, rajoute ceci. Au commencement, tous les corps confondus formèrent le chaos. Notre chaos est une terre minérale, eu égard à sa propre coagulation. Mais c'est encore Fulcanelli qui est le plus précis. Il nous dit « Pierre dans lequel les quatre éléments sont enfermés mais confus et désordonnés. Appelé encore vieillard, père des métaux, dragon noir couvert d'écailles, serpent venimeux, fille de Saturne, cette substance primitive a vu son évolution interrompue par la pénétration d'un soufre infect et combustible qui empâte le pur mercure, le retient et le coagule. Ce qui nous est présenté ici comme une étoile n'est qu'un chaos brut et vil qui contient, s'il s'agit de la bonne matière, nos éléments premiers avec lesquels nous commençons l'œuvre. Donc ici, sur cette image, rien n'a été fait concernant le grand œuvre, ou même en ce qui concerne les premières préparations. Ils sont partis d'un chaos métallique difforme, et ils en ont fait un chaos métallique plus joli, cristallisé différemment. Mais ici, nos éléments sont toujours enfermés, l'œuvre n'a jamais commencé, et le travail est stérile. De plus, voyez le four avec lequel ils opèrent. Avec un feu aussi intense, en réalité, on tue nos principes actifs et on rend complètement stérile la matière, à supposer bien sûr que ce soit la bonne. Quant à la fusion qui doit opérer la séparation des éléments, il est évident qu'il ne s'agit pas d'une fusion telle que nous le voyons sur ces images. Ici, le métal ne fait que changer de forme, c'est tout. Donc non seulement il n'y a aucune dissolution radicale qui permet la séparation des éléments, car même sous sa forme liquide,
le compost reste compact et confus. Et en plus de ça, on en fait un minéral stérile. Donc au sujet du feu externe, tous les philosophes parlent de la chaleur d'une poule couveuse ou du fumier de cheval. Eugène Cancelier nous dit à ce sujet dans sa conférence avec Robert Marteau que c'est le feu interne de la matière qui provoque les changements profonds de la matière et que le feu externe n'est là que pour l'aider. Et, je cite, « Pour cela, point n'est besoin qu'il soit trop fort, ce n'est pas lui qui fait le travail. » Et sur ce point-là, il a bien raison. Notre dissolution philosophique doit brûler ce soufre infect et libérer le mercure qu'il contient. Or, ce n'est pas ce que nous avons ici. Et même chacune des opérations qui mènent aux résultats que nous voyons sur ces images ne peut correspondre au but recherché. Ce que nous avons là, c'est un travail de chimiste, de métallurgie, mais en aucun cas de l'alchimie. Quant à la distinction entre voie sèche et voie humide, il s'agit simplement de deux étapes d'une même opération, et nous aurons le temps d'y revenir un peu plus loin dans cette conférence. Donc vous comprenez que lorsque, dans les forums, on vous présente une énormité pareille, et que la plupart acquiescent à ce travail, vous ne pouvez que constater les limites de ce que l'on appelle l'alchimie interne ou spéculative. Sans contrôle de la pensée au laboratoire, on ne peut véritablement connaître, mais uniquement supposer et se contenter du doute. Mais là encore, chacun sa voie. Ce sujet est bien sûr une réalité de la vie quotidienne. On dit que l'alchimie est un travail d'Hercule, qu'il ne faut pas ménager ses efforts, que ça prend du temps, que Nicolas Flamel passait son temps au laboratoire, à veiller au feu et à la conduite de son œuvre. Un des alchimistes de notre grande loge hermétique affirmait que l'alchimie est une femme difficile à satisfaire. Donc certes, l'alchimie a ses exigences, mais il est tout à fait possible de concilier le travail et la famille tout en œuvrant au laboratoire. Cela prendra plus de temps, nécessitera beaucoup de compréhension de la part de votre entourage, car vous devrez nécessairement dégager le temps nécessaire à l'étude, à la prière, à la méditation et au travail en laboratoire. Mais tout ceci est bien entendu graduel. Inutile de passer au travail en laboratoire si vous n'avez pas une bonne connaissance des principes de base de notre philosophie. Quoi qu'il en soit, il faut bien commencer quelque part, et si vous aimez cette science, accordez-lui du temps. Le cheminement initiatique n'est pas obligé de se faire en une seule vie. Mais n'attendez pas non plus d'être à la retraite, affaibli par la vieillesse ou la maladie. C'est toujours maintenant et aujourd'hui que ça se passe. C'est en étudiant un petit peu tous les jours, ou à chaque semaine, que pas à pas, l'apprentissage se fait. Ne délaissez pas non plus votre famille ou votre moyen de subsistance en pensant que vous allez devenir riche avec des recettes faciles. Comme disait Antonin Artaud, dans Le théâtre et son double, « Il semblerait qu'avant de posséder l'or matériel, il faut d'abord se rendre digne de l'or spirituel. » Donc cherchez la sagesse, la connaissance, Dieu, cheminez sans orgueil et sans envie, et si votre désir est sincère et votre démarche est droite, vous finirez par progresser. Les cours que nous offrons au sein de l'ordre martiniste opératif sont là pour vous guider, suivant la voie des anciens et selon la démarche initiatique qu'impose l'alchimie. Là aussi, nous aurons l'occasion de reparler de nos cours, de notre histoire et de notre rapport avec l'alchimie, et bien sûr de la table ronde des philosophes qui se trouve au sein de notre grande loge hermétique. Alors bien que l'alchimie ne soit pas de la chimie, il faut au moins connaître certaines bases. Rien de bien compliqué, mais au moins savoir c'est quoi une réaction acido-basique, c'est quoi une base, un acide, un sel, etc. Quant au matériel, beaucoup de personnes se précipitent aussi dans l'achat de verreries professionnelles pour faire des distillations, des sublimations, pour calciner, etc., etc. Donc vous devez savoir cependant que les opérations que les philosophes désignent sous le même vocable sont très éloignées des opérations chimiques qui correspondent. Rendu là, si vous avez pris nos cours, vous y verrez déjà beaucoup plus clair et serez déjà plus mesuré dans vos dépenses.
Et si encore, vous faites partie de notre table ronde, on pourrait même partager avec vous des indications beaucoup plus précises à ce sujet. Alors nous avons déjà parlé dans le chapitre sur les souffleurs de la voie de l'antimoine. Nous avons expliqué pourquoi, au regard de la philosophie et du sens commun, cette voie ne fait aucun sens. Donc beaucoup s'obstinent à vouloir voir dans les écrits des philosophes une multiplicité de voies différentes. On nous parle de la voie des 7 métaux de Nicolas Flamel, dans lequel il faut utiliser de l'or et de l'argent pur, de la voie sèche, de la voie humide, de la voie du splendor solis, de voie interne, de voie externe, voie longue, voie brève, voie sacerdotale, voie royale, bref, comme nous disions, autant de voies que d'individus. Pourtant, tous les auteurs ont toujours parlé d'une seule et même chose. Tous les auteurs disent très clairement qu'il ne faut pas utiliser l'or et l'argent vulgaires pour faire le grand œuvre. Donc comment peut-on penser un instant que Flamel baserait son œuvre sur un amalgame de 7 métaux vulgaires? C'est par manque de jugeote et de sagacité qu'on en vient à des conclusions pareilles. Les 7 métaux en alchimie ont toujours représenté les 7 régimes de la pierre. C'est une façon allégorique de transmettre un savoir. De même que la voie sèche et la voie humide ne sont que d'autres mots pour désigner les 2 grandes opérations de l'œuvre, dissout et coagule. La confusion vient du fait que les philosophes n'ont jamais décrit entièrement l'œuvre au complet, mais toujours une partie de l'œuvre, soit sur le mercure philosophique, sur les opérations du grand œuvre, sur les travaux d'Hercule, les sublimations, la voie sèche ou humide, et ce, suivant leur propre lexique et allégorie, selon qu'ils soient des hommes de guerre, des moines, ou encore des chimistes, comme Geber ou Henkel, par exemple. Nous pouvons cependant vous certifier qu'il n'y a qu'une seule et même voie, qui est de dissoudre et de coaguler, et que l'alchimie est à la fois une voie opérative, royale et sacerdotale, que voie interne et voie externe sont indissociables l'une de l'autre. Selon Fulcanelli, c'est le fait que l'alchimie soit considérée comme un don de Dieu et autrefois réservé à ses ministres, qu'on l'appelle art sacerdotal. La voie royale, qui désignerait une voie interne dépourvue de pratiques en laboratoire, est en réalité une mode plutôt récente. Il ne fait aucun doute que le symbolisme hermétique nourrit intérieurement et stimule la conscience, mais il s'agit de toute autre chose que d'alchimie en tant que discipline initiatique, et nous en parlerons dans le chapitre sur l'alchimie spirituelle. Donc terminons ce chapitre en laissant parler les philosophes, en commençant par Fulcanelli. Voici ce qu'il en dit dans le Mystère des cathédrales. Procédé simple et complet qui ne comporte qu'une voie, n'exigeant qu'une matière, ne réclame qu'une opération. Celui qui sait faire l'œuvre par le seul mercure a trouvé tout ce qu'il y a de plus parfait. Tel est du moins ce qu'affirment les plus célèbres auteurs. Mais à ce sujet, Limogeon de Saint-Didier est encore plus éloquent. Il nous dit d'abord dans l'ancienne guerre des chevaliers. Or, qu'il est véritable que la médecine de notre Pierre est une chose, un vaisseau, une conjonction. Tout l'artifice commence par une chose et finit par une chose. Bien que les philosophes, dans le dessein de cacher ce grand art, décrivent plusieurs voies. Puis dans l'entretien d'Euxide et de Pyrophile, il surenchérit. Vous voyez donc qu'à proprement parler, il n'y a qu'une voie, comme il n'y a qu'une intention dans le premier œuvre, et que les philosophes n'en décrivent plusieurs que parce qu'ils considèrent les différents degrés de d'épuration comme autant d'opérations et de voies différentes dans le seul dessein de cacher ce grand art. Abordons maintenant un sujet qui a induit beaucoup de personnes dans l'erreur, mais qui fait également le partage entre les simples curieux, qui se complaisent dans les artifices de la chimie, et les véritables chercheurs qui œuvrent sur le sentier du divin. Comme nous allons le voir dans le chapitre sur la matière première, il n'y a en effet qu'une seule et unique matière pour faire le magistère des sages, et cette matière ne peut avoir racine que dans le règne minéral. Conséquemment, la spagyrie, qui se veut être la confection d'élixirs à partir du règne végétal, n'a aucun lien avec l'alchimie.
Même en ce qui concerne les opérations comme la calcination, distillation, sublimation, etc., elles ne correspondent en rien avec les opérations que les alchimistes effectuent sur la matière du grand œuvre. La spagyrie opère comme opère la chimie courante, excepté le fait qu'au lieu d'employer un vocable moderne, ils emploient un vocable alchimique. Certes, cela rend l'art spagyrique plus attrayant, plus mystérieux, mais cela cause une énorme confusion entre alchimie et spagyrie, faisant passer notre science pour, au final, de la vulgaire chimie, et notre propos de réintégrer l'homme dans sa nature divine pour des réalisations de nature commune, sans effet réel et conséquent sur l'état vibratoire de l'artiste ou sur les transformations profondes de sa conscience et de sa nature. Lorsqu'on nous dit qu'on fait de l'alcool de plante de façon alchimique, en extrayant l'esprit par des distillations réitérées, ceux-ci n'entendent pas les distillations philosophiques, même s'ils emploient le même terme. Mais ils procèdent à leur distillation comme le font en réalité les chimistes. Le vocable est différent, mais dans les faits, il s'agit d'opérations de chimie courante. Voici ce que dit Fulcanelli dans les Demeures philosophales, après avoir décrit plusieurs procédés de chimie courante. Travaille maintenant qui voudra, que chacun conserve son opinion, suive ou méprise nos conseils, peu nous importe. Nous répéterons une dernière fois que, dans toutes les opérations décrites bien bénévolement dans ces pages, aucune ne se rapporte de près ou de loin à l'alchimie traditionnelle, aucune ne peut être comparée aux siennes. Muraille épaisse qui sépare les deux sciences, obstacle infranchissable à ceux qui sont familiarisés avec les méthodes et les formules chimiques. Nous ne voulons désespérer personne, mais la vérité nous oblige à dire que ceux-là ne sortiront jamais des voies de la chimie officielle qui se livrent aux recherches spagyriques. En réalité, le règne végétal et animal est déjà fortement éloigné de la matière première que recherchent les alchimistes. Plus le règne est différencié, complexe dans ses fonctions et développé dans sa conscience, par rapport aux autres règnes bien sûr, moins il nous est possible de retrouver la matière originelle dont Dieu s'est servi pour faire toute chose. Nous allons élaborer dessus dans le chapitre sur la matière première. Donc quand bien même les souffleurs modernes nous disent qu'il suffit de remettre la matière dans son état mercuriel, ou encore de la réincruder pour en extraire l'esprit universel, vous n'aurez en réalité que l'esprit différencié dans le même règne et de la même espèce que la matière sur laquelle vous travaillez. Si nous avions une espèce végétale qui contiendrait la substance originelle indifférenciée que recherche l'alchimiste, cette espèce aurait alors la possibilité de s'adapter à n'importe quelle situation ou circonstance et de devenir aussi n'importe quelle espèce dès sa naissance et d'engendrer également une espèce différente car la différenciation se serait faite selon son environnement et par adaptation. Or, nous voyons qu'il n'en est rien. Un gland de chêne planté en terre donnera un chêne et pas autre chose. Donc, certains nous objecteront que le règne végétal évolue de même que des nouvelles espèces apparaissent. Ce à quoi les philosophes répondent que la nature a pour travail d'amener sa création à la perfection dans le règne qui lui est propre. Nous en parlerons en particulier de l'œuvre de la nature dans le chapitre sur la pierre philosophale. Donc si ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que corps et esprit sont une seule et même chose, les découvertes sur la génétique, que ce soit dans le règne végétal, animal ou hominal, devraient déjà vous mettre la puce à l'oreille. Les gènes n'ont de correspondance que dans leur propre espèce respective. De même, au sein d'une même espèce, il peut y avoir des incompatibilités. Jamais une espèce d'un règne ne pourra s'accoupler avec celle d'un autre règne, ou engendrer autre chose que sa propre espèce. Nature se réjouit en nature et surmonte nature, mais dans sa propre nature. Fulcanelli nous dit à ce propos dans les Demeures philosophales. C'est pour détourner l'apprenti du chemin de l'erreur que les auteurs anciens lui enseignent de toujours suivre la nature, parce que la nature n'agit que dans l'espèce qui lui est propre, ne se développe ni ne se perfectionne qu'en elle-même et par elle-même, sans qu'aucune chose hétérogène vienne entraver sa marche ou contrarier l'effet de son pouvoir générateur. Et il en va de même dans le grand œuvre.
Travailler sur des espèces végétales ou animales ne pourra rien donner d'autre qu'un produit dont la nature est différenciée et orientée vers le même règne. Attention, cela n'enlève en rien la nature divine de l'esprit qui anime cette espèce. Cependant, cet esprit diffère en propriété, en potentialité et surtout en fréquence vibratoire. C'est cette différenciation qui oriente l'action de cet esprit. Alors, ce que nous cherchons pour débuter notre œuvre est une matière qui contient la fréquence vibratoire originelle, celle du Fiat Lux, des origines premières, celle qui contient, comme le disent les anciens, l'ADN de Dieu. Donc ceux qui prétendent que nous pouvons faire la pierre avec n'importe quelle matière, de n'importe quel règne, sont les mêmes qui affirment aussi qu'ils obtiennent de l'élixir différencié. Je prends pour exemple un de ceux qui animent régulièrement une chaîne sur l'hermétisme, qui parle de sa quintessence d'aubépine. D'un côté, il affirme l'universalité de la matière première, et d'autre part, il rend cette universalité très définie selon la matière qu'il prépare. Il convient d'ailleurs lui-même des propriétés spécifiques de l'aubépine et du choix conscient qu'il en a fait pour ses propriétés par rapport à ses problèmes de cœur. Donc cette démarche est très correcte, il n'y a aucun problème, et il y a d'énormes effets et bénéfices à tirer des plantes. Mais ça n'a rien à voir avec de l'alchimie. Ce qu'il fait est en réalité une quintessence d'aubépine, et non la quintessence de la nature, comme le veulent les philosophes. De plus, considérer qu'un élixir devient une quintessence après 7 ans ne fait absolument aucun sens. Notre quintessence est notre pierre. Et comme nous l'avons dit, l'artiste en contrôle tous les aspects, y compris le temps d'incubation nécessaire pour produire son œuvre. Par conséquent, l'alchimiste peut prévoir la durée de ses travaux, pour obtenir la quintessence autant qu'il le désire et avec la quantité qu'il le désire. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet de la quintessence dans le chapitre qui lui est consacré. Alors ici, d'autres nous diront qu'il s'agit de l'œuvre de la nature, et non celui de l'homme, et qu'en ce sens, plus nous intervenons, moins il s'agit de l'action de la nature. Donc ce propos est plus fallacieux qu'autre chose. C'est une invitation surtout à l'ignorance et à la paresse intellectuelle et physique. Comment voulez-vous comprendre quoi que ce soit aux voies de la nature et acquérir une maîtrise de celle-ci si vous ne prenez pas votre rôle de créateur? Le grand œuvre ne se fait pas par lui-même. Il nécessite beaucoup de manipulation. Nous agissons sur la nature elle-même et nous l'aidons dans ses voies, de la même façon dont Dieu agit sur sa création. De plus, beaucoup voient uniquement le côté apparent et manifesté de la nature. Mais il s'agit aussi de l'œuvre occulte de la nature, de comprendre l'envers du décor de la nature, ses mécanismes invisibles et mystérieux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus loin dans cet entretien. Donc pour ceux qui conseillent ou qui affirment qu'il faut commencer par le règne végétal, pour ensuite aller au règne minéral, nous certifions que cela n'a absolument aucun fondement philosophique. L'alchimie et la spagyrie sont deux sciences distinctes et leur réalisation et procédés sont bien différents. Parler d'alchimie végétale, autrement que pour plaire et poétiser la discipline spagyrique, n'a absolument aucun sens d'un point de vue alchimique. Donc si vous voulez vous adonner à la science alchimique, il est primordial de débuter avec la vraie et unique matière première des philosophes et d'œuvrer sur elle. En dehors de ce minerai, vous faites toute autre chose sauf de l'alchimie. Notez également que la plupart qui véhiculent les propos fallacieux que nous évoquons dans ce chapitre sont aussi les mêmes qui vendent leurs cours et leurs recettes en la matière. Cela fera certainement de vous de bons spagyristes, mais pour ceux qui cherchent à suivre la voie des anciens philosophes, l'alchimie se situe au-delà des réalisations du monde sublunaire. Nous voulons également préciser ici que nous n'accusons pas la science spagyrique. Nous pensons en fait qu'il y a beaucoup de bénéfices à se servir des plantes pour nos besoins et que cette science a tout intérêt à se développer davantage. Notre propos ici concerne seulement la confusion qu'il peut y avoir entre la spagyrie et l'alchimie, tout simplement. Donc voici un autre sujet qui trouble nombre de chercheurs et qui aboutit à toutes sortes de conclusions. Les philosophes disent dans leurs ouvrages que lorsqu'ils parlent clairement,
ce n'est que pour éloigner les ignorants de leur table ronde. Donc tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, encore moins lorsqu'on associe alchimie et astrologie. Il y a des auteurs et des conférenciers qui nous parlent beaucoup des conditions extérieures que l'artiste doit considérer pour entreprendre ses travaux. On nous parle de la période de l'année, et il est une période qui revient souvent. Il s'agit du printemps, au moment où l'on récolte la rosée de mai, et lorsque le soleil se situe dans le signe du bélier, ou entre le signe du bélier et du taureau. Ces mêmes personnes et bien d'autres pensent également que les astres ont une influence certaine sur le grand œuvre, et que par résonance, nous travaillons sous nos astres internes. Encore une fois, cette affirmation est plus spécieuse que véridique. De penser que le grand œuvre serait soumis à quelque chose d'aussi impermanent et fugitif que l'influence des astres ne colle pas du tout avec la doctrine hermétique. Le magistère ne saurait être soumis aux caprices des astres et de leurs influences. Nous avons déjà mentionné que le grand œuvre est au contraire soumis à la volonté éclairée de l'artiste, qui tient au cœur de cette autogénèse son rôle de thaumaturge. La lumière est la substance que nous recherchons, est d'essence hautement divine, et son origine se situe au-delà du plan mouvant et impermanent de l'astral. Cette substance divine, une fois libérée de sa gangue, agit sur le milieu astral comme une véritable lumière dans les ténèbres. Cette action est visible par un clairvoyant entraîné et est perceptible par n'importe qui d'un peu sensible. C'est cette lumière christique, manifestée au laboratoire, qui va opérer une véritable théurgie au cœur même de l'élu et lui faire vivre et ressentir des effets et des sentiments qui ne sont pas d'ordre commun. Nous aurons l'occasion de développer dessus lorsque nous parlerons de la théurgie du feu. Donc lorsqu'on nous dit que l'alchimie nous permet de travailler sous nos astres internes, nous nous permettons d'y mettre un gros bémol, car on pourrait penser, à défaut, que l'alchimie agirait comme le ferait un rituel magique, avec le concours des influences astrales. Or, il n'en est rien. Le grand œuvre génère une force supérieure aux influences astrales, et c'est par cette influence supérieure que l'artiste se purifie, se transforme et accède à la vérité, sur un plan lumineux et divin, stable et permanent, et non sur un plan sans cesse changeant et illusoire, car la vérité ne saurait changer, et la véritable lumière ne saurait être réfractée. Le divin est toujours semblable à lui-même, et son origine est au-delà des différences apparentes et la lumière différenciée de l'astral. L'alchimie est la science des causes, non celle des phénomènes. Ces derniers relèvent de la magie. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de parler un peu plus de cet aspect dans le chapitre sur l'alchimie et la magie. Encore une fois, nous avons dit que l'œuvre du phénix se situe en dehors des considérations des plans sublunaires, et que l'artiste, en possession de la grande révélation, peut en maîtriser tous les aspects et décide donc du temps de ses opérations. Il n'est pas nouveau de dire que la littérature alchimique se sert de toutes sortes d'allégories, métaphores, hiéroglyphes et symboles pour transmettre le savoir hermétique. Il faut donc que le candidat à la science se penche sur l'ésotérisme qui se cache derrière les symboles, que sont le soleil, le bélier, le taureau et la rosée, et ainsi la lumière se fera dans son esprit. Il connaîtrait les matières, les opérations et les régimes dont parlent les philosophes sous les diverses allégories astrologiques. Enfin, pour terminer ce chapitre, nous allons tout de même vous aider en vous proposant d'écouter ce que nous dit Dom Pernetti dans son dictionnaire mytho-hermétique à propos des saisons de l'œuvre. Les philosophes ont leurs 4 saisons, comme les 4 de l'année vulgaire, mais elles sont bien différentes. Ils entendent par saison les divers états successifs où se trouve la matière de l'art pendant le cours des opérations, et ces saisons se renouvellent chaque année philosophique, c'est-à-dire chaque fois que l'on réitère l'opération pour parvenir à la perfection de l'œuvre. Le hiver est le temps de la dissolution et de la putréfaction. Le printemps succède et dure depuis que la couleur noire commence à s'évanouir, jusqu'à ce que la couleur blanche soit parfaite. Cette blancheur et la safrane qui suivent forment leur été, la couleur rouge qui vient après est leur automne. C'est pourquoi ils disent que l'hiver est la première saison de l'année et qu'il faut commencer l'œuvre en hiver. Ceux qui recommandent de commencer au printemps n'ont en vue que la matière avec laquelle il faut faire l'œuvre et non le commencement du travail de l'artiste, puisqu'il peut se faire
tout le cours des saisons vulgaires. Et voici ce que nous dit Limoujon de Saint-Didier à ce sujet. Bien que l'œuvre ait ses 4 saisons, ainsi que la nature, il ne s'ensuit pas que les saisons de l'art et de la nature doivent précisément répondre les unes aux autres, l'été de l'œuvre pouvant arriver sans inconvénient dans l'automne de la nature et son automne dans l'hiver. C'est assez que le régime du feu soit proportionné à la saison de l'œuvre. C'est en cela seul que consiste le grand secret du régime.